Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et mettez la cloche de notification. On change jusqu'à 1 million d'abonnés. Bonjour, aujourd'hui un chapitre sur l'énergie, une notion fondamentale en physique, et qui va nous être très utile pour obtenir rapidement et facilement, avec des calculs assez simples, des informations sur l'évolution d'un système mécanique. Pour ce faire, nous utiliserons une loi fondamentale en physique qui est la conservation de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie, ça ne peut pas apparaître, c'est pas quelque chose qui apparaît, c'est pas quelque chose qui disparaît, mais c'est quelque chose qui se conserve. L'énergie globale reste toujours la même, mais elle peut passer d'une forme d'énergie à une autre forme d'énergie. Et pour utiliser cette loi, il va nous falloir donc définir différentes formes d'énergie et puis voir comment l'énergie peut passer d'une forme à une autre. La première façon que nous verrons, c'est en utilisant une force. Une force peut transmettre de l'énergie à un objet ou lui prendre de l'énergie. Et une force qui transmet de l'énergie à un objet, on appelle ça un travail. Donc nous commencerons dans une première partie par définir le travail d'une force. Je vous ai déjà dit ce que c'est. Le travail d'une force, ça représente l'énergie qu'une force va transmettre à un objet. Puis nous verrons différentes formes d'énergie et les échanges d'énergie et qu'est-ce qu'on pourra en déduire, quel calcul on pourra faire avec ça. Et dans une dernière partie, nous étudierons les oscillateurs, ce qui nous permettra de définir quelques façons de mesurer le temps et comment est-ce qu'aujourd'hui, en utilisant des oscillateurs, on peut mesurer le temps de façon très précise. Alors dans une première partie, nous allons nous intéresser au travail des forces et on se limitera au cas des forces constantes parce que nous n'avons pas les outils mathématiques nécessaires pour traiter le cas des forces qui seraient variables dans le temps. Donc on n'étudiera que des forces qui restent constantes. La chose importante qui sera à bien retenir tout au long de ce chapitre, et notamment quand on aura fini le chapitre, il ne faudra pas oublier, c'est vraiment le plus important, c'est que le travail d'une force, c'est l'énergie que la force transmet à un objet. Parce que le fait que ce soit une énergie, dans ce qu'on verra par la suite, dans les formules qu'on verra par la suite, ça transparaîtra plus. On va commencer par regarder deux exemples pour voir un peu quels sont les paramètres qui vont intervenir dans l'expression du travail d'une force. Alors, premier exemple, un arc qui va envoyer une flèche. Donc, la corde de l'arc va transmettre de l'énergie à une flèche. On part de la situation ici, où le bout de la flèche est au point A, l'arc est bandé. On lâche la corde et on arrive, la flèche se déplace vers la droite, poussée par la corde, qui exerce une force F. Alors si l'arc est constant, si l'arc est moderne, il est construit pour que la force pour bander l'arc soit toujours constante. Donc il va pousser la flèche avec une force constante. Quand on arrive en B, ici, quand le bout de la flèche arrive en B, eh bien, elle va quitter l'arc et la corde de l'arc aura fourni de l'énergie à la flèche. La flèche aura gagné de l'énergie sous forme d'énergie cinétique puisqu'elle aura gagné de la vitesse. Donc les points A et B, je les note ici. J'ai schématisé la situation en dessous. A, le point de départ de la flèche. B, le point d'arrivée où la force F arrêtera d'exister. Et donc cette force F, elle est la même et elle s'exerce sur tout le trajet du point A jusqu'au point B. On dit que la force F aura fourni un travail. Alors pour les notations, on va noter ça WAB de F. Alors W, c'est pour le travail en anglais, work. On met en indice AB, là c'est un indice pour dire que le travail s'applique du point A jusqu'au point B. Et on dit que c'est le travail que la force F a fourni. Donc on mettra entre parenthèses la force qui a fourni le travail. Donc
on met la force avec sa flèche. Mais le travail, ce travail, c'est l'énergie que la force a fournie à la flèche. Donc ça, c'est une valeur, c'est pas un vecteur. Donc je n'ai pas de flèche sur le W. J'ai juste une flèche sur la force à l'intérieur. Je vais utiliser les différents paramètres sur lesquels je peux jouer pour modifier l'énergie, le travail fourni à la flèche. Le premier, c'est d'utiliser une force plus grande, une valeur de force différente. Si j'utilise une force 2 fois plus grande, il est assez simple de comprendre que l'énergie qu'on va récupérer sera 2 fois plus grande. Le travail sera 2 fois plus grand. Donc on peut en déduire que, enfin on peut intuiter, que le travail va être proportionnel à la force F. Le deuxième paramètre sur lequel je peux jouer pour modifier l'énergie que je vais transmettre à ma flèche, c'est la distance AB. Si j'applique une force sur une distance 2 fois plus longue, si mon AB est 2 fois plus grand, j'applique la même force pendant 2 fois plus longtemps, il paraît assez logique que l'énergie que l'arc fournira à la flèche sera 2 fois plus grand, que le travail sera 2 fois plus grand. Et donc que le travail sera aussi probablement proportionnel à la distance AB sur laquelle la force s'applique. Ensuite, en deuxième exemple, on va regarder le cas d'un wagon qui peut se déplacer sur des rails. Donc il ne peut se déplacer que le long des rails, et on a différentes personnes qui tirent dessus pour le déplacer, et suivant l'angle avec lequel on tire, eh bien, on va être plus ou moins efficace. Donc là vous avez 4 personnages, F1 ici, F2 qui dit rien, F3 là qui dit quelque chose, F4 et F5, et il faut retrouver ce qu'ils disent entre les phrases dans ABCD, je résisterai, je ne sers à rien, c'est moi le meilleur, et je fais ce que je peux, et indiquer pour chacun le numéro qui correspond. Faites une pause pour le faire, et reprenez ensuite. La façon la plus efficace de déplacer le wagon, c'est ce que fait F1, donc c'est lui le meilleur, et celui qui va fournir le plus d'énergie au wagon, c'est lui qui aura un travail maximum, c'est le 4. Alors un travail positif maximum. Si je regarde le cas du personnage F4, alors lui, il s'oppose au mouvement du wagon, il l'empêche d'avancer, donc il le ralentit, donc ce qu'il fait c'est qu'il lui prend de l'énergie. S'il lui prend de l'énergie, c'est comme s'il lui donnait une énergie négative. Donc le travail qu'il va fournir au wagon sera négatif, ce qui veut dire qu'il va lui prendre de l'énergie. Donc ce que va dire F4, c'est qu'il résiste, et qu'il a un travail négatif. Donc travail négatif, ça veut dire qu'il va prendre de l'énergie, fait diminuer l'énergie de l'objet. Le travail positif, c'est qu'il fournit de l'énergie. Maintenant, vous avez un cas qui sert à rien. Le F5, lui, il tire perpendiculairement au rail, en tirant perpendiculairement au seul mouvement que le wagon peut avoir, parce qu'il est obligé de se déplacer vers la droite ou vers la gauche. Il fournit aucune énergie au wagon, donc il sert à rien, c'est le petit b, et son travail est nul. B1, l'énergie qu'il fournit est nulle. Et vous avez le cas intermédiaire, le F3, qui dit qu'il fait ce qu'il peut, D, et il a un travail positif intermédiaire, D3. Donc ce qu'on vient de voir, c'est que l'angle entre la direction de la force et la direction de déplacement va jouer un rôle
dans l'énergie qu'on va pouvoir fournir à l'objet, dans le travail. On va traduire ça sur un schéma. Je vais mettre ici le point A de départ du déplacement, ici le point B. La force F, alors si je prenais le F2 par exemple qui tire vers l'arrière, elle ferait un angle alpha. Donc là j'ai dessiné pour le cas F2. Si je dessinais pour le cas F1, la force elle serait comme ça. Et si je dessinais pour le cas A2, F4, pardon, qui tire en arrière, ça me ferait une force comme ça. Et à chaque fois, l'angle entre le déplacement AB et la force, je le noterai comme ça, alpha. Donc il me faut une fonction mathématique qui traduise ce qu'on a vu à gauche. Je vais tracer un cercle trigonométrique et je vais regarder quelles sont les valeurs que je veux suivant la valeur de l'angle. Le premier cas, F1, quand l'angle vaut 0, quand je tire comme ça, j'ai mon angle alpha qui vaut 0. Quand je suis dans ce cas-là, il faut avoir une fonction mathématique qui me donne quelque chose qui est max. Pour celui qui tirait en F5, comme ça, avec un angle là qui était de 90 degrés, de pi sur 2. Pour cette position-là, on a dit que c'était inutile, le travail était nul, il faut que ça vaille 0. Et une autre position, c'est si quelqu'un tirait complètement en arrière. Donc là, je l'ai pas, c'est pas représenté dans le dessin qui est à gauche. Si quelqu'un tire complètement en arrière, c'est là qu'il va freiner le plus le wagon. C'est là que la valeur du travail, de l'énergie, doit être la plus négative possible. Donc à cet endroit-là, ici, je dois avoir une énergie qui sera minimum négative. Donc il me faut une fonction mathématique qui, sur un cercle trigonométrique comme ça, soit maximum quand mon angle vaut 0, soit nul quand l'angle vaut 90 degrés, et soit négative, et soit minimum quand mon angle vaut 180 degrés. La fonction qui permet de réaliser tout ça, c'est le cosinus. Cosinus de 0, ça vaut 1. Cosinus de 90 degrés, ça vaut 0. Et cosinus de 180 degrés, ça vaut moins 1. Et donc nous arrivons à l'expression du travail d'une force constante. Alors, je commence par définir une force constante, une force qui va garder la même direction, le même sens et la même valeur. Et son point d'application suit l'objet en mouvement, comme la corde suivait la flèche dans son mouvement. Alors l'expression pour une force constante du travail, je rappelle encore une fois, si une force n'est pas constante, on pourrait toujours définir et calculer son travail, mais les outils mathématiques seraient plus complexes. Donc nous, on ne saura calculer le travail d'une force que quand elle sera constante. Donc ici, on va retrouver tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Le travail de la force, c'est-à-dire l'énergie qu'elle va fournir à un objet. On le note W. Indice AB, c'est que la force se déplace du point A vers le point B. L'objet se déplace du point A vers le point B et la force le suit. La force, on la note entre parenthèses avec une flèche dessus parce que c'est un vecteur. Et je regardais l'expression du bas. On a dit que c'était proportionnel à la force. F fois proportionnel au déplacement. Donc F fois AB. Et également, il fallait que ça vaille, que ce soit maximum quand l'angle entre les deux valait 0, que ça vaille 0 quand l'angle entre les deux valait 90 degrés, et pour ça, le cosinus de l'angle entre les deux fonctionne. Donc on aura F fois AB fois cos alpha. F, son vecteur, la norme de la force en newton, AB le déplacement en mètres, et cos alpha, ça n'a pas d'unité. Alpha étant l'angle entre le déplacement et la force. Si j'ai un déplacement comme ça,
et une force qui fait ça, l'angle alpha, il est là. Si ma force elle est comme ça, mon angle alpha, il serait comme ça. Et si la force tire en arrière, par exemple, j'ai une force qui fait ça, alors l'angle alpha, je l'aurai ici. Bon, je vais effacer ça. Alors attention, il est important de noter que c'est l'angle entre le vecteur AB et le vecteur F. Donc les deux angles que j'ai mis là, par exemple, ce n'est pas l'angle que j'aurai ici. Parce que là, ça c'est pas l'angle entre le vecteur AB et le vecteur F, ce serait l'angle entre le vecteur BA et le vecteur F. Donc c'est pas cet angle qu'il faut prendre. Et donc il y a une autre façon de noter ça, c'est d'utiliser le produit scalaire. Quand vous avez la norme d'un vecteur fois la norme d'un autre fois le cosinus de l'angle entre les deux, ça représente le produit scalaire des deux vecteurs. Donc le travail de A à B de la force F, c'est la force F scalaire le vecteur AB. Alors quand on maîtrise l'outil vecteur scalaire en mathématiques, c'est bien plus pratique d'utiliser cette formule-là sous sa forme produit scalaire. Maintenant nous, on se contentera de l'utiliser avec F fois AB fois cos alpha. On remarquera que ce qui intervient dans cette formule, c'est le vecteur AB, donc le point de départ jusqu'au point d'arrivée. Et le chemin qu'on a suivi, que l'objet suit entre les deux, lui, n'intervient pas du tout. Ça veut dire que le travail d'une force constante est indépendant du trajet. Il ne va dépendre que des points de départ et d'arrivée. Ce que vous avez sur le dessin que j'ai mis juste à droite, j'ai un mouvement du point A jusqu'au point B, une force F constante pendant tout mouvement, et que je suive le trajet qui passe par le haut, comme ça, ou que je suive le trajet qui passe par le bas, comme ça, j'obtiendrai le même résultat, j'aurai le même travail pour la force de A à B. Et ce à condition que la force F soit bien constante, c'est-à-dire qu'en tout point de mon trajet, la force F, ce soit tout le temps la même. Exemple d'application de cette formule. Je vous demande dans chacun des cas suivants d'exprimer et de calculer le travail de la force F qui est constante lors du déplacement de A à B. La force F valant 10 Newton et la distance AB valant 1 mètre. Donc mettez en pause, faites les calculs et reprenez après. Je corrige. Dans le premier cas, le travail de A à B de la force F vaut par définition F fois AB fois le cosinus de l'angle alpha. La force F vaut 10 Newton, AB vaut 1 mètre et alpha vaut 40 degrés. Ce qui nous donne 7,7 joules avec deux chiffres significatifs. Si ce n'est pas le chiffre que vous avez, votre calculatrice est certainement réglée en radians plutôt qu'en degrés. Il faut faire attention quand on utilise ces formules-là à ce que la calculatrice soit bien réglée en degrés ou en radians suivant les unités des angles que vous avez. Je crois que j'avais pas précisé quand on a vu la formule l'unité du travail. Donc le travail c'est une énergie, donc c'est des joules. Force et distance étant dans les unités du système international, on obtient un travail dans l'unité du système international pour les énergies, les joules. Ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir un lien entre les unités. Donc, je vous le mets en remarque, ça veut dire que le joule,
ça vaut 1 newton par mètre. 1 newton fois mètre. 1 newton mètre, c'est un joule. Donc ça permet de faire des conversions d'unités quand on veut vérifier l'homogénéité de quelque chose. Pour le cas du dessous, l'angle alpha ici, il vaut 180 degrés. Ça nous fait que le travail de A à B de la force F, c'est 10 fois 1 fois cosinus de 180 degrés, qui vaut moins 1, donc ça fait moins 10 joules. Sur le troisième cas ici, l'angle alpha vaut 90 degrés, ça fait un cosinus qui vaut 0, ça fait que le travail de la force vaut donc 10 fois 1 fois cosinus 90, 0. Ça fait 0 newton. On pourra retenir qu'à chaque fois qu'une force est perpendiculaire au déplacement, pas besoin de faire de calcul, le travail est nul. Et pour le dernier cas, le travail ici vaut toujours F fois AB fois le cosinus de l'angle entre A et B. Si vous avez pris 30 degrés, vous vous êtes trompé. Il faut prendre l'angle entre le vecteur AB et la force, c'est-à-dire l'angle qui est ici. Et donc cet angle alpha, lui, il vaut 180 moins 30, ce qui fait 150 degrés. Donc 10 fois cos 150, ça nous fait moins 8,7 joules. Deuxième exemple, un pétrolier est remorqué par l'intermédiaire d'un câble sur une distance de 2 km. La force constante F exercée par le câble a une valeur de 100 kN et fait un angle de 20 degrés avec l'horizontale. Faire un schéma et calculer le travail de la force F lors de ce déplacement. Je vous laisse mettre en pause et le faire. Je corrige, je fais un schéma, donc je mets l'eau, mon pétrolier, et il est remorqué par l'intermédiaire d'un câble sur une distance de 2 km, donc il va se déplacer d'un point A à un point B, situé 2 km plus loin, et la force constante F fait un angle de 20 degrés avec l'horizontale. On va la prendre vers le bas. Si je la prends vers le haut, ça ne changera absolument rien. Et l'angle entre les deux, alpha ici, vaut 20 degrés. Le travail du point A au point B de la force F vaut F fois B fois le cosinus de l'angle entre les deux. La force 100 kN à passer en newton, kilo c'est 10 puissance 3, fois la distance AB, 2 km à passer en mètres, 10 puissance 3, fois cosinus de mes 20 degrés. Ce qui nous donne 1,9 fois 10 puissance 8 joules avec deux chiffres significatifs. Pour résumer les différents cas de figure pour le travail qui peut être moteur ou résistant, je vous ai mis un petit tableau. Premier cas, travail moteur. Alors, il faut connaître cette définition, travail moteur. Travail moteur, ça veut dire que la force favorise le déplacement. La force favorise le déplacement si elle donne bien de l'énergie à notre objet, donc si le travail est positif. C'est un travail de la force qui est positif. Pour que le travail soit positif, il faut être dans le cas de figure où le cosinus de l'angle est positif, donc il faut que l'angle alpha soit entre 0 et 90 degrés, donc on est dans ce cas de figure là avec un angle entre les deux inférieur à 90 degrés. Travail résistant, il faut connaître cette définition, c'est une force qui ne favorise pas le déplacement, c'est-à-dire qui s'oppose au déplacement et qui va prendre de l'énergie, qui va faire diminuer l'énergie de l'objet. Pour ça, il faut que le travail soit négatif, ça correspond à un travail négatif. Pour ça, il faut que le cosinus de l'angle soit compris entre moins 1 et 0, soit négatif. Donc il faut que l'angle soit supérieur à 90 degrés. On est dans ce cas de figure-là, on voit bien que la force tire du mauvais côté. Et troisième cas,
travail nul, c'est quand le cosinus vaut 0 degré. Pour ça, il faut que la force soit perpendiculaire au déplacement. Du coup, le travail est nul. Et quand le travail est nul, ça veut dire que la force n'a pas d'effet sur le déplacement. C'est le cas de la personne qui tirait perpendiculairement au rail avec le wagon. Aucune chance de faire bouger le wagon dans ce cas-là. Et si le wagon est en mouvement et qu'on tire perpendiculairement, on n'a aucune chance ni de l'accélérer, ni de le freiner. Donc aucun effet sur le déplacement. Ça, c'est un cas important. À chaque fois qu'on aura une force perpendiculaire au déplacement, on n'aura aucun calcul à faire. On pourra tout de suite dire que le travail est nul. Et que du coup, énergétiquement, la force n'aura pas d'influence. Donc ça, c'est un tableau qui est important de bien retenir. On va s'intéresser ensuite à un cas particulier, le travail du poids, à une force particulière, qui est le poids. Le travail du poids, on peut le calculer à partir de la formule que je vous ai donnée précédemment, puisque le poids d'un objet, tant qu'on reste sur un espace réduit, le champ de pesanteur est uniforme, et donc le poids P est une force constante. Je peux utiliser la formule que je vous ai donnée, donc le travail du poids sur un déplacement AB, ce sera le poids P fois le déplacement AB fois le cosinus de l'angle entre les deux. Mais en fait, en appliquant cette formule, on va tomber sur une formule plus simple à utiliser, et du coup, il faut mieux retenir cette formule-là et l'utiliser directement. Elle est beaucoup plus simple. Le travail du poids d'un déplacement de A à B, c'est simplement égal à mgh. Alors, là-dedans, le travail en joules, m, la masse de l'objet en kilogrammes, l'objet se déplace du point A au point B, petit g l'intensité de la pesanteur, en mètres par seconde au carré, donc les 9,80 mètres par seconde au carré, et h, c'est l'altitude descendue. Alors je l'ai mis en gras, c'est important, l'altitude qu'on descend entre les points A et B, et donc c'est une distance en mètres. Donc cette altitude h, elle est positive si l'objet descend, elle est négative si l'objet monte. C'est facile de ne pas se tromper sur le signe de h, il suffit de regarder le signe du travail du poids. Si l'objet descend, le poids va dans le même sens que le mouvement. Le poids aide l'objet dans son mouvement, donc le travail est moteur. Donc quand l'objet descend, le travail doit être positif. Donc ça veut dire que le h, quand l'objet descend, doit être positif. D'où le h positif si l'objet descend. Et si l'objet monte, le poids s'oppose à ce mouvement ascendant. Donc le travail du poids, si l'objet monte, est négatif. Donc il faut que le petit h soit négatif si l'objet monte. Ce que je vous conseille pour utiliser cette formule, c'est de retenir simplement que votre travail du poids, c'est mgh, puis donc écrivez mgh, puis regardez le signe, et vous mettez positif si le poids aide le mouvement, si c'est moteur, et négatif si le poids est résistant, si le travail du poids est résistant. Sans vous poser plus de questions que ça. Je vous ai proposé 2 démonstrations pour justifier ça. La première qui va utiliser la trigonométrie. Alors on est obligé de distinguer les 2 cas de figure, l'objet descend ou l'objet monte. Je vous le fais dans le cas de l'objet qui descend, donc on écrit la formule, le travail du poids c'est P fois B fois cos alpha. Vous voyez sur le dessin où sont A, B, alpha, et j'ai mis un axe Z vers le haut. Alors on utilise le fait
on utilise la trigonométrie, le fait que cosinus alpha, dans un triangle rectangle, que j'ai mis ici en pointillé, que le cosinus alpha, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est AC, et l'hypoténuse, c'est AB. Et quand je remplace cosinus alpha par AC sur AB dans la formule que j'avais au-dessus, ça fait MG fois AB fois AC sur AB. Les AB se simplifient et je me retrouve avec MG AC, AC étant l'altitude que je descends, MGH. Je vous laisse faire tout seul si l'objet monte. Alors si l'objet monte, on se retrouve avec l'angle alpha qui est ici. Et dans l'angle que je vais utiliser dans mon triangle, ça sera celui-là. Donc il faudra que j'utilise cosinus de alpha moins 90 degrés. Et cosinus de alpha moins 90 degrés, ça fait moins cosinus de alpha. Et en faisant ça, on tombera sur moins mg fois bc. Et moins mg fois bc que j'ai ici, je l'appellerai mgh en appelant h l'altitude descendue, c'est-à-dire en disant que h c'est quelque chose qui est négatif. Donc le moins, je le rentre dans le h. Une autre façon plus rapide de le démontrer, c'est en utilisant le produit scalaire avec les coordonnées. Donc le produit scalaire, vous l'avez vu en mathématiques. Donc pour utiliser les coordonnées, j'utilise un axe Z dirigé vers le haut, un axe X dirigé vers la droite. Mon point A aura pour coordonnées XA et ZA. Mon point B aura pour coordonnées XB et ZB. Et donc je vais utiliser le travail du poids est égal au vecteur P scalaire, le vecteur AB. Le vecteur P est dirigé vers le bas, ça veut dire qu'il n'a des coordonnées que suivant Z. Donc coordonnées suivant X de P, 0, suivant Y, 0, et suivant Z, moins mg, parce que la valeur du poids c'est P égale mg. Il est vers le bas, donc sa coordonnée suivant Z, c'est moins mg. Pour le vecteur AB, donc si quand j'ai un point A qui a pour coordonnées XA, XB, XA, YA, ZA, un point B qui a pour coordonnées XB, YB, ZB, le vecteur AB, il a les coordonnées de B moins celle de A, et ainsi de suite. Et le produit scalaire de deux vecteurs, pour le produit scalaire de deux vecteurs, il faut faire la somme des produits des coordonnées, c'est-à-dire qu'il faut prendre la coordonnée suivant x de P fois la coordonnée suivant x du vecteur AB, et les multiplier, ce que j'ai fait là, plus la coordonnée suivant y de P fois la coordonnée suivant y du vecteur AB, donc 0 fois 0, plus la coordonnée de P suivant Z fois la coordonnée de AB suivant Z, donc moins mg fois ZB moins ZA. Là-dedans, les deux premiers termes font 0, et il nous reste moins mg fois ZB moins ZA. Le moins, je le rentre dans la parenthèse ZB moins ZA, et donc j'inverse l'ordre de ZB et de ZA. J'obtiens mg fois ZA moins ZB. ZA, le point qui est en haut, moins ZB, le point qui est en bas. Je vais appeler ça H. H égale ZA moins ZB. Si le point A est au-dessus du point B, ça fait que ZA est plus grand que ZB, ça fait que H qui vaut ZA moins ZB est positif. Et si A est en dessous de B, c'est-à-dire que si je suis en train de monter, ça fera H égale ZA moins ZB, ZA et ZB étant inversés, ça fera quelque chose de négatif. Et donc là-dedans, le H, je retrouve bien que c'est positif si je descends et négatif si je monte.
Je vous rajoute rapidement une troisième démonstration. Alors je reprends le même cas de figure. Je pars d'un point A, j'arrive à un point B, et puis je suis un trajet quelconque. Je vais décomposer ce mouvement en deux autres. J'ai le droit de le faire puisque on a vu que comme le poids est une force constante tout au long du trajet, son travail ne dépend pas du trajet. Donc si à la place de ce trajet-là, je me déplace d'abord verticalement, puis horizontalement, en passant par un point C ici, ça doit me donner le même résultat. Donc je peux écrire que le travail de A à B du poids, c'est égal au travail de A à C plus le travail de C à B. Et je vais calculer chacun de ces travaux. Le premier, je suis en train de descendre. Mon angle, je vais utiliser ma formule P fois AC fois cosinus de l'angle entre les deux. L'angle entre le vecteur AC et le vecteur P vaut 0 degré. Plus pour CB, c'est P fois le déplacement CB fois le cosinus de l'angle entre le vecteur P et le vecteur CB. Ces deux vecteurs sont perpendiculaires, l'angle vaut 90 degrés, donc le cosinus 90 va valoir 0. Donc le travail du poids sur le déplacement CB horizontal, ça fait 0, puisque le poids est perpendiculaire à un déplacement horizontal. Donc il ne me reste que le déplacement suivant la direction verticale, AC. Ça vaut PCMG fois AC fois cosinus de 0 degré qui vaut 1. Donc ça me fait MG AC, ça vaut MGH si je définis H comme l'altitude descendue. Il suffit que je refasse dans l'autre sens avec un objet qui monte, et j'obtiendrai si je fais dans l'autre sens, j'aurai le poids P qui sera à l'opposé du vecteur AC, donc j'aurai un angle, au lieu d'avoir un angle de 0 degré, j'aurai un angle de 180 degrés, donc j'aurai un moins 1, et ce moins AC, j'appellerai H, en disant que H c'est l'altitude descendue, que c'est l'opposé moins AC l'altitude montée. Donc je l'écris pas ici, mais il faudrait que je fasse plus la démonstration en montant, en remplaçant moins AC par, comme ce que j'avais fait dans la démonstration 1. Ensuite, d'autres cas particuliers, le travail d'une force électrique constante. Alors bon, c'est au programme, mais la formule pour le calculer, je ne suis pas sûr qu'elle soit au programme. Et de toute façon, on n'a pas les moyens de la démontrer, donc je vous la donne juste. Vous aurez juste besoin, sur les quelques rares exercices que je vous ai donnés, qui en ont besoin, de venir utiliser la formule qu'elle a. Donc on considère une particule qui a une charge petit q, qui se déplace d'un point A à un point B dans un champ électrique uniforme, E. Donc elle va subir une force qui va être uniforme, qui est la force électrique, qui vaut Q fois E, donc ça on l'a vu dans un chapitre précédent. Pour avoir un champ électrique uniforme, le plus simple c'est d'utiliser un condensateur, donc deux plaques opposées l'une à l'autre, l'une chargée positivement, l'autre chargée négativement. Pour savoir dans quel sens est le champ E, on imagine dans quel sens est la force électrique, Fl. Si la particule Q est positive, elle est attirée vers le bas, vers la borne, vers la plaque négative.
Donc la force est vers le bas, la force vaut Q fois E avec Q qui est positif. Donc ça veut dire que le champ E est lui aussi vers le bas. Si je faisais la même chose avec une charge Q négative, elle irait vers le haut, la force Q fois E serait vers le haut, ça voudrait dire que comme Q est négatif, E est vers le bas, on retombe sur la même chose. Donc le travail de la force, si on utilise la formule, c'est la force, donc Q fois E, fois le déplacement AB, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Une autre formule, la force peut s'exprimer en fonction de la différence de potentiel entre les points U à B, c'est-à-dire en fonction de la tension entre U à B, donc c'est ce qu'on va mesurer en mettant un voltmètre entre les deux armatures. Alors donc cette formule, c'est que le travail de AB de la force électrique, c'est la charge Q multipliée par la tension UAB entre les deux plaques, entre les deux points A et B. Donc Q une charge en coulomb, U une différence de potentiel, une tension entre le point A de départ et B d'arrivée, donc c'est en volts, et W, je ne l'ai pas mis, en joules. Donc si vous en avez besoin dans l'exercice, vous venez chercher la formule qui est là. D'autres cas particuliers extrêmement importants, le travail des forces toujours perpendiculaires au mouvement. Donc, le travail d'une force qui est perpendiculaire au mouvement, il est toujours nul, puisque l'angle alpha entre force et déplacement vaut 90 degrés, ça fait un travail nul. Donc il n'y a aucun calcul à faire quand vous avez des forces perpendiculaires, vous dites directement que le travail est nul. Il y a plein d'exemples de forces perpendiculaires au mouvement. Dans les mouvements circulaires, la force d'attraction gravitationnelle de la Terre sur un satellite, le mouvement est circulaire, la force est toujours dirigée vers le centre de la trajectoire, le centre de la Terre, et le diamètre, un rayon, donc elle est suivant le rayon du cercle, et le rayon d'un cercle est toujours perpendiculaire à la tangente. Donc le travail de cette force-là sera toujours nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un satellite qui tourne autour de la Terre, la force que la Terre exerce sur lui ne lui donne pas ou ne lui prend pas d'énergie. Donc ça veut dire qu'il ne va pas perdre d'altitude. D'où le fait qu'il reste sur sa trajectoire circulaire. Deuxième cas pour le mouvement circulaire, un pendule, donc qui oscille qui va avoir un mouvement circulaire, de rayon la longueur du fil, et donc la tension qui est toujours dirigée vers le centre ici de la trajectoire, eh bien, est toujours perpendiculaire à la trajectoire, donc le travail de la tension des cordes est toujours nul. Dans le cas des mouvements rectilignes, par exemple, si vous prenez un mobile sur coussin d'air qui va glisser sans frottement, la réaction de la table, elle est toujours normale, elle est toujours perpendiculaire à la table. Donc ça veut dire que dans ce cas de figure-là, la réaction de la table sur le coussin, sur le mobile, ainsi que son poids, sont toujours perpendiculaires à la table. Le mobile ne peut se déplacer que horizontalement, donc R et P sont toujours perpendiculaires au mouvement, donc le travail de R et le travail de P sont nuls. Donc quand vous lancez un mobile sur coussin d'air, les seules forces qui subit, c'est R et P, si je néglige les frottements résiduels et les frottements de l'air, qui sont perpendiculaires au mouvement, donc qui ont un travail nul. Donc elles ne font pas perdre d'énergie au mobile, donc le mobile, il ne va pas perdre de vitesse. Il sera toujours important, quel que soit l'exercice, à chaque fois que vous avez une force qui va être perpendiculaire au mouvement, de bien la repérer et immédiatement de dire que son travail va être nul, il n'y a aucun calcul à faire, il n'y a pas besoin de le justifier autrement qu'en disant la force est perpendiculaire à la trajectoire, son travail est nul. On s'intéresse maintenant au travail des forces de frottement. Dans le cas où la trajectoire est rectiligne, dans le cas où la trajectoire n'est pas rectiligne, on ne saura pas faire. Alors première chose, il faut définir les forces de frottement. Toute réaction R d'un support, on peut la décomposer en deux, avec
une réaction qu'on note Rn. Normal veut dire perpendiculaire, donc perpendiculaire au support, au sol, plus une réaction tangentielle, donc horizontale, tangentielle au support, au sol, donc au mouvement. Et donc la somme des deux, ça me donne la réaction R. Quand on est dans le cas idéal sans frottement, la réaction tangentielle RT est nulle, il n'y a pas de frottement, et donc ma réaction du support R est perpendiculaire au support. C'est ce que j'avais avec le mobile autoporteur qu'on a vu juste avant. Si je détaille chacune de ces forces, donc la réaction normale Rn, elle, comme elle est perpendiculaire au support, son travail sera toujours nul. Donc quand on fera une étude énergétique, la réaction normale, elle n'interviendra jamais. Enfin, son travail sera toujours nul, donc ne changera pas l'énergie de notre système. Je détaille ensuite la réaction tangentielle, RT, qu'on note aussi F. Alors cette force de frottement, son sens est pas si simple que ça à définir. On pourrait dire que si par exemple mon solide là, il se déplace vers la droite, eh bien c'est logique que les frottements soient vers la gauche, et on peut avoir tendance à dire que les frottements s'opposent au mouvement. Et c'est le cas, des fois, vous pouvez trouver des définitions qui sont celles-là. Si on dit ça, on se trompe. Le frottement n'est pas toujours opposé au mouvement. La vraie règle est que le sens de cette force de frottement est opposé au mouvement qu'il y aurait sans frottement. Et le qu'il y aurait sans frottement est très important. Donc pour trouver le sens de la force de frottement, il faut commencer par imaginer qu'il n'y a pas de frottement. Donc il faut s'imaginer qu'on est sur la glace, que ça glisse sans aucun frottement. Alors qu'est-ce qui se passe pour mon carré? Si je lance vers la droite et qu'il est sur de la glace, donc il glisse, il se déplace comme ça, vers la droite, et les frottements eh bien, sont opposés à ce sens-là quand ça glisse, donc vers la gauche. Jusque-là, pas de problème. Si je prends le cas du carré qui est là, que j'ai posé sur une pente, si il n'y avait pas de frottement, donc il est sur de la glace, il frotte pas, il glisse, qu'est-ce qui se passe? Il descend vers la droite, donc les forces de frottement, elles s'opposent à ce mouvement qu'il y aurait sans frottement, donc elles sont vers la gauche et le haut. Étudions maintenant le cas un peu plus compliqué, une voiture qui démarre. Cette voiture est une propulsion, donc c'est la roue arrière qui est motrice, donc la roue arrière tourne dans ce sens-là, et la roue avant, évidemment, en étant entraînée. Donc la roue motrice, elle est là. Et on va regarder quel est le sens des frottements de la route sur les roues au point de contact entre la route et les roues. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu. La voiture avance vers la droite. Pour chaque roue, dans quel sens sont les forces de frottement? Est-ce qu'elles sont vers la gauche ou vers la droite? Pour donner la bonne réponse, il faut revenir à la définition. Opposé au mouvement qu'il y aurait sans frottement. Donc il faut que j'imagine qu'il n'y a pas de frottement. Donc j'imagine que la voiture elle est sur de la glace par exemple. Donc je suis en train de démarrer, ma voiture est sur de la glace. Qu'est-ce qui se passe pour la roue arrière? Vous démarrez sur de la glace, vous patinez. Donc votre roue arrière, elle tourne sans se déplacer vers la droite. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement de ce point-là, qui fait partie de la roue arrière. Ce point-là, il se déplace comme ça sur la roue. Donc il va vers la gauche. Donc les frottements sur la roue arrière sont orientés vers la droite. Donc la voiture va vers la droite.
les forces de frottement sur les roues arrière vont vers la droite aussi. En fait, ce sont ces forces de frottement qui font avancer la voiture. S'il n'y a pas de frottement, si vous êtes sur la glace, vous patinez, votre voiture n'avance pas. C'est parce qu'il y a des frottements qui s'opposent à ce patinage et qui vont vers la droite que les roues qui tournent font avancer la voiture. On regarde ce qui se passe pour les roues avant maintenant. Donc ce sont des roues qui ne sont pas motrices, elles sont entraînées par la voiture. Pour savoir dans quel sens sont les frottements, pareil, on s'imagine qu'il n'y a pas de frottement, qu'on est sur la glace. Donc qu'est-ce qui se passe pour les roues avant si on est sur la glace? Eh bien, comme elles ne frottent pas au sol, elles glissent et du coup elles ne tournent pas du tout. Donc le mouvement que vous avez, s'il n'y a pas de frottement, pour les roues avant, c'est d'aller vers la droite, comme ça. Ça veut dire que les forces de frottement pour les roues avant sont dirigées vers la gauche. Ici. Alors je les ai fait plus petites que les autres. Je mets dans le cas d'une voiture qui démarre. Donc les forces de frottement motrices de la roue motrice sont plus grandes que les forces de frottement sur la roue avant. Si je suis en train de freiner, les choses sont différentes. Quand je freine, je bloque mes roues. J'imagine que je suis sur la glace, les roues se bloquent, la voiture dérape vers la droite, ça veut dire que les deux roues ont des mouvements vers la droite, donc les deux forces de frottement sont vers la gauche. Donc là, les frottements font tous les deux ralentir la voiture. Maintenant, en ce qui concerne le travail de ces forces, pour un déplacement rectiligne, il faut être capable de calculer le travail de la force de frottement. On utilise la formule, le travail de la force de frottement F, c'est la force F fois le déplacement AB fois le cosinus de l'angle entre les deux, entre le vecteur déplacement et le vecteur force. Comme cette force, dans le cas d'un déplacement rectiligne, elle est opposée dans le cas de figure que je vous ai dessiné à droite, au mouvement de glissement qu'il y a, ça fait un angle de 180 degrés. Donc cos 180, ça fait moins 1. Donc le travail, c'est moins F fois AB. Ceci n'est valable que si le déplacement est rectiligne, parce que si le déplacement n'est pas rectiligne, on ne peut plus utiliser la formule travail égale force fois AB fois cos alpha, puisque la force n'est pas constante, puisque la force de frottement dépend du sens du mouvement, donc elle ne serait pas constante. Pour la réaction perpendiculaire, c'est très simple, pour la réaction normale, elle est perpendiculaire au mouvement, donc son travail est nul, il n'y a rien de plus à dire. Nous passons maintenant à la deuxième partie qui concerne les transferts d'énergie. On va commencer par définir quelques types d'énergie. On commencera par l'énergie potentielle. Là, j'ai pensé le pesanteur. Pour définir une énergie potentielle, il faut commencer par définir ce qu'est une force conservative. Une force est conservative si son travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc d'après ce qu'on a vu dans le grand 1, toute force constante a un travail qui ne dépend pas du chemin suivi, donc toute force constante est conservative. Donc par exemple le poids dans un champ de pesanteur uniforme ou la force électrique créée par le champ uniforme d'un condensateur. Par contre la force de frottement, elle, dont le travail va dépendre du chemin suivi, n'est pas une force conservative. Et donc on voit la définition de force conservative apparaître, c'est que le frottement n'est pas une force conservative parce que il fait perdre de l'énergie. Ce qui ne sera pas le cas d'une force conservative. On définit ensuite une énergie potentielle par rapport à une force conservative. La définition, qui est pas très simple à aborder, c'est que on peut définir une énergie potentielle pour une force conservative par la relation suivante. L'énergie potentielle en un point B moins l'énergie potentielle en un point A est égale à l'opposé du travail de A à B
de cette force conservative. En français, la variation d'énergie potentielle est égale à l'opposé du travail de la force conservative. On avait dit que le travail d'une force, ça correspondait à l'énergie que la force allait transmettre à un objet. Et bien, cette énergie que la force transmet à un objet, c'est ça qui va être lié à l'énergie potentielle. Donc on aura énergie potentielle que quand il y a une force qui agit sur un objet. Une force conservative permet donc des transferts d'énergie entre l'énergie potentielle et d'autres formes d'énergie. C'est-à-dire que quand je dis que la force donne de l'énergie à l'objet, en fait, la force fait passer une énergie potentielle en un autre type d'énergie. Par exemple, si la force c'est je pousse sur un objet pour le déplacer, je vais lui donner de l'énergie cinétique. Et donc je vais faire passer cette énergie potentielle qui correspond à ma force sous forme d'énergie cinétique à mon objet. Alors un exemple avec l'énergie potentielle de pesanteur. Le poids est une force conservative parce qu'il est constant, donc son travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc je peux définir une énergie potentielle de pesanteur qui est liée au poids. Et la définition de cette énergie potentielle de pesanteur, ce que j'ai donné juste au-dessus, c'est que l'énergie potentielle de pesanteur en un point B moins celle en un point A, il faut que ce soit égal à l'opposé moins le travail du poids. Le travail du poids, on a vu que c'était MGH. On avait défini H comme l'altitude descendue, c'est-à-dire le ZA moins le ZB, l'altitude du point A moins l'altitude du point B. Donc moins MGH, ça fait MGZB moins ZA. Si je rentre le moins, si je développe le moins, ça m'inverse le A et le B. Donc il faut que je me trouve une fonction énergie potentielle telle que cette énergie potentielle en B moins cette énergie potentielle en A soit égale à MGZB moins MGZA. Il me faut quelque chose en B moins la même chose en A est égal à MGZ en B moins MGZ en A. Donc le quelque chose que je suis en train de chercher, la fonction MGZ convient. Donc on va définir une énergie potentielle de pesanteur comme énergie potentielle de pesanteur est égale à MGZ avec cette énergie potentielle de pesanteur en joules, M la masse de l'objet en kilogrammes, G l'intensité de la pesanteur en mètres par seconde au carré, et Z l'altitude de l'objet en mètres. MGZ n'est pas la seule fonction qui convienne. Je peux utiliser une autre fonction à une constante près. Par exemple, si je définis la fonction MGZ plus 3, si je prends ce que ça vaut en B ça vaudra MGZB plus 3, moins ce que ça vaut en A il vaudra MGZA plus 3, et quand je fais la soustraction des deux, ça me fait MGZB moins MGZA plus 3 moins 3 qui simplifie. Ma constante, en fait, comme j'ai fait une différence, elle s'enlève. Donc je retrouve pareil. Si ici, pour les énergies potentielles de pesanteur, j'ai pris MGZ plus 3, quand je fais la différence des deux, j'obtiens MGZB plus moins MGZA. Donc ça revient au même. Donc mon énergie potentielle de pesanteur, elle est définie à une constante près. En pratique, ça veut dire que je peux choisir à quelle altitude elle est nulle. Et
je peux changer pour ça, en changeant pour ça l'origine z égale 0. En fait, dans cette définition, EPP égale MGZ, je dis qu'elle vaut 0 quand Z vaut 0. Ce que vous avez à retenir réellement de tout ça cette année, c'est que l'énergie potentielle de pesanteur, c'est EPP égale MGZ. Et que c'est défini à une constante près, c'est-à-dire que le Z égale 0, bah, vous pouvez le choisir à l'endroit que vous voulez, ce sera l'endroit où vous décidez que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Deux exemples sur d'application pour l'énergie potentielle de pesanteur. Je considère une balle de masse m égale 100 grammes située sur un balcon qui est à 3 mètres du sol, et puis elle va tomber. Et je vais considérer deux zéros différents pour le z. Pour la figure de gauche, je prends l'altitude z égale 0 au sol. À droite, je prends l'altitude z égale 0 au niveau du balcon. Je regarde ce qui se passe à gauche. Sur le balcon, en haut, l'énergie potentielle de la balle, c'est mgz du balcon. Le z du balcon, c'est 3 mètres. Donc la masse 100 grammes, ça fait 0,100 kg, fois G 10, fois 3, ça fait 3 joules. Quand elle tombe au sol, son énergie potentielle, quand elle sera au sol, à l'altitude 0, eh bien, ça fera m fois g fois 0, ça fera 0 joules. Ça veut dire que quand elle est tombée, dans sa chute, son énergie potentielle de pesanteur aura diminué de 3 joules. Elle aura perdu 3 joules. Maintenant, si je regarde avec l'autre origine, quand je suis sur le balcon, eh bien mon z du balcon, là ce coup-ci vaut 0, donc j'ai 0 joules. Quand elle est au sol, son énergie potentielle, c'est mgz sol, la masse c'est 100 grammes, ça fait 0,100 kg, g ça fait 10, et là cette fois-ci l'altitude, c'est moins 3, puisque je suis 3 mètres en dessous de mon 0. Donc mon z du sol, c'est moins 3 mètres, ce qui me fait moins 3 joules. C'est-à-dire que je pars de 0 joules en haut, j'arrive à moins 3 joules en bas, donc pareil, dans la chute, l'énergie potentielle de pesanteur aura diminué de 3 joules, je retrouve la même chose. Et donc ce qui m'intéressera avec les énergies potentielles de pesanteur, c'est pas tellement la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur à un endroit, mais la différence d'énergie potentielle de pesanteur entre deux endroits. Et quand je ferai cette différence, eh bien cette histoire de constante, elle disparaîtra, je ne la verrai plus. Deuxième type d'énergie que vous connaissez déjà, l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est liée à la vitesse. L'énergie cinétique, c'est 1,5 de mv2, on la note EC, elle est en joules, m la masse de l'objet en kilogrammes, v sa vitesse, la vitesse du centre d'inertie de l'objet, en mètres par seconde. Troisième type d'énergie, l'énergie mécanique. Alors c'est pas vraiment un type d'énergie, c'est la définition de l'énergie mécanique, c'est que c'est la somme de toutes ces énergies potentielles et cinétiques, et de son énergie cinétique. Et c'est une énergie qui se conserve s'il n'y a pas de perte par frottement. D'où l'intérêt de regrouper énergie potentielle et énergie cinétique dans un grand type d'énergie, l'énergie mécanique. Donc c'est cette propriété qu'on utilisera, celle de conservation de l'énergie mécanique, pour résoudre les problèmes mécaniques. Un exemple, je lance une balle sans frottement dans l'air. Je filme le lancer et je vais en faire une étude énergétique. Donc la figure en haut, vous avez la trajectoire qui est ici, qui vous donne la position Z en fonction de X. Donc c'est la trajectoire de votre balle, et à chaque instant, on peut connaître du coup sa position. Donc si on connaît son altitude, on connaît son énergie potentielle de pesanteur. Ensuite faire mgz. Donc là par exemple, pour z égale 0, mon énergie potentielle de pesanteur elle vaut 0. Et puis quand je monte, mon énergie potentielle de pesanteur elle monte, et elle est maximale quand je suis au point le plus haut.
Et puis ensuite, quand la balle redescend, eh ben, elle redescend, elle retombe à 0 quand ma balle retourne à l'altitude 0. Ensuite, pour tracer mon énergie cinétique, il faut que je fasse calculer à mon logiciel la vitesse en tout point, en faisant la dérivée de la position. Et alors, qu'est-ce que je vois sur la vitesse? Au point de départ, au lancer, c'est là que la vitesse est la plus grande, c'est là que l'énergie cinétique est la plus grande. Ensuite, la balle monte. Quand elle monte, sa vitesse vers le haut diminue. Donc son énergie cinétique diminue. Et sa vitesse vers le haut va être minimale quand je serai tout en haut de la trajectoire. Donc c'est là que mon énergie cinétique sera minimale. À cet endroit-là, j'aurai au sommet de la trajectoire, j'aurai une vitesse suivant y vers le haut qui vaudra 0, et ma vitesse suivant x qui elle, de toute façon est constante et vaudra ma vitesse suivant x que j'avais à l'instant initial et que je peux trouver ici. C'est ici que je l'aurai, ma vitesse suivant x à l'instant initial. Et l'énergie cinétique que j'aurai à ce point-là, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. La vitesse, elle vaut uniquement la vitesse suivant x, Vx de 0 au carré. Ensuite, la balle redescend. En redescendant, elle gagne de la vitesse vers le bas. Sa vitesse suivant x augmente. Donc, son énergie cinétique va réaugmenter jusqu'à retrouver sa valeur maximale à cet endroit. On va voir maintenant ce qu'on peut écrire pour les énergies. Alors, on va noter Zmax, l'altitude maximale atteinte. Alors, au premier point, l'énergie cinétique au moment du lancer, eh bien, c'est là qu'elle est maximale, parce que c'est là que la vitesse de la balle est maximale, et cette énergie cinétique, c'est 1/2 de m fois la vitesse au carré, et la vitesse, c'est V0. L'énergie potentielle de pesanteur, comme on a pris 0 pour l'instant initial, comme on a pris z égale 0 comme altitude initiale, elle vaut 0. Ensuite, elle augmente. Au maximum, ici, elle vaut... je vais mettre là. C'est l'énergie potentielle de pesanteur la plus grande qui vaut mg fois l'altitude à cet endroit-là, Zmax. À cet endroit-là, notre énergie cinétique, c'est là qu'elle est minimum. On peut l'appeler énergie cinétique minimum. Ce qu'elle vaut, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse à cet endroit-là. La vitesse à cet endroit-là, c'est la vitesse qu'on avait initialement en x, c'est la vitesse vers la droite. Et ce qui va être intéressant, c'est que d'après le théorème de conservation de l'énergie, ce qu'on a perdu comme énergie cinétique, c'est exactement ce qu'on a gagné comme énergie potentielle de pesanteur. Donc ça veut dire que mon énergie cinétique min, c'est ce qu'elle valait, ce que l'énergie cinétique valait au départ, moins ce qu'elle a perdu. Et ce qu'elle a perdu, c'est ce que l'énergie potentielle de pesanteur a gagné, mg Zmax. Donc vous voyez que ça me permet d'écrire des relations entre les vitesses et les altitudes. Donc si je connais l'altitude, je pourrais trouver la vitesse, et si je connais la vitesse, je pourrais trouver des altitudes.
Donc ça, c'est une façon de fonctionner assez importante. Je vous rajoute un exemple rapide d'utilisation de ça. Alors, je fais un autre exemple. On va calculer la vitesse quand une balle qu'on a lâchée d'une altitude h arrive au sol. Donc j'ai représenté la situation avec un axe Z vers le haut, l'altitude initiale de la balle qui est là, qui vaut h, et le sol qui a une altitude 0. Si vous vous souvenez, on avait répondu exactement à la même question avec la seconde loi de Newton. Donc on utilise la seconde loi de Newton, ça nous permettait d'avoir l'accélération qui est égale à petit g, intégré pour avoir la vitesse, intégré encore pour avoir la position, et on trouvait l'instant où on touchait le sol, t tel que z de t chute égale 0, et après en rentrant cette valeur de t dans les équations de la vitesse, on obtenait la vitesse au sol. Ici, on va faire beaucoup plus vite, puisque avec la conservation d'énergie, on a un lien entre l'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire l'altitude, et l'énergie cinétique, c'est-à-dire la vitesse. Et ce lien, c'est que s'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Donc, prérequis, on considère qu'on n'a pas de frottement avec l'air. La seule force qui s'applique à notre balle, c'est le poids. Le poids est une force conservative, donc l'énergie mécanique se conserve. On va écrire ce que vaut l'énergie mécanique à l'instant t égale 0 et ce qu'elle vaut quand la balle touche le sol. Donc à t égale 0, l'énergie mécanique, elle vaut l'énergie potentielle de pesanteur qui vaut mgh, plus l'énergie cinétique initiale qui vaut 0, parce qu'on lance la balle avec une vitesse initiale nulle. À t chute, quand la balle touche le sol, l'énergie mécanique, elle vaut l'énergie potentielle à l'altitude 0, parce que c'est le moment où on touche le sol, c'est-à-dire 0, plus l'énergie cinétique quand la balle touche le sol, c'est-à-dire 1,5 fois m fois la vitesse de la balle au carré. Et cette vitesse, c'est la vitesse au moment où on touche par terre. Je l'avais appelé V chute dans le chapitre sur les Newton. Donc 1,5 de m V chute au carré. L'énergie mécanique se conservant, ça veut dire que 1,5 de m V chute au carré, c'est égal à mgh. Alors, ce que je viens d'écrire là, je peux le décrire un peu différemment. Je peux dire que toute l'énergie potentielle de pesanteur que la balle a perdue en descendant de l'altitude h, c'est mgh, et que toute cette énergie potentielle de pesanteur s'est transformée en énergie cinétique qui correspond à une vitesse, et elle a obtenu au moment de toucher le sol une énergie cinétique 1,5 de mv chute au carré, et donc les deux sont égales. Et il ne me reste plus qu'à isoler mon v chute. Alors je peux simplifier par m des deux côtés. À droite, il me reste GH, le 1,5, je le passe de l'autre côté, le 2 qui est en bas passe en haut, et j'enlève le carré sur la vitesse en prenant une racine carrée, et j'obtiens vitesse de chute égale racine de 2GH. C'est ce qu'on avait obtenu dans le chapitre précédent, pas aussi rapidement. Donc les théorèmes de conservation d'énergie, ça permet d'obtenir très très rapidement des liens entre altitude et vitesse, sans avoir besoin d'exprimer toutes les équations du mouvement. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc si en mécanique, tout ce qui m'intéresse, c'est une altitude ou une vitesse,
Ce sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide de passer par la conservation de l'énergie que d'écrire masse seconde loi de Newton et de tout intégrer. On va regarder maintenant ce qui se passe quand on a des forces non conservatives, c'est-à-dire quand on perd de l'énergie, généralement par frottement. Donc une force non conservative, c'est une force dont le travail va dépendre du chemin suivi, et c'est une force qui va impliquer qu'on ait des pertes d'énergie. C'est le cas des frottements de l'air. Donc si je refais l'expérience précédente, je lance une balle sans négliger les frottements de l'air, je vais voir qu'il y a une perte d'énergie. Le schéma ici vous représente en bleu l'énergie cinétique, et enfin son évolution en fonction du temps, et en rouge l'évolution en fonction du temps de l'énergie potentielle de pesanteur, et en vert l'énergie mécanique qui est la somme des deux. Je vois que j'ai la même situation que tout à l'heure. Initialement, mon énergie cinétique, elle est max. Elle correspond à 1,5 de m fois la vitesse initiale de lancer au carré. Elle diminue jusqu'à ce que j'arrive au sommet de mon mouvement, où elle est minimale. Pendant ce temps, l'énergie potentielle de pesanteur, elle avait augmenté. Elle est maximale à l'altitude maximale. Et puis ensuite, les choses s'inversent. Je regagne de la vitesse, donc je regagne de l'énergie cinétique, et la balle redescend, donc perd de l'énergie potentielle de pesanteur. Et là, cette fois-ci, les deux ne se compensent pas exactement, et ici, je me retrouve avec ma perte d'énergie. L'énergie totale, la somme des deux, énergie potentielle de pesanteur ici, plus énergie cinétique ici, ça me donne une énergie qui est inférieure à celle que j'avais au départ, et donc ici, j'ai mon énergie perdue par frottement. Donc si je veux avoir une idée des frottements de l'air, en mesurant l'énergie que j'ai perdue, si j'ai un lien entre l'énergie, les frottements et l'énergie perdue par frottement, j'aurai une idée sur les frottements. Un autre exemple rapidement, je regarde le cas d'un skater sur une rampe, et sans négliger les frottements. Donc j'ai ma rampe qui est comme ça, mon skater qui part du début de la rampe. Donc quand il descend sur cette première partie, initialement son énergie cinétique est nulle, il part sans vitesse initiale. Son énergie cinétique, elle augmente parce qu'il y a de la vitesse, et son énergie potentielle de pesanteur, elle diminue. Donc toute l'énergie cinétique qu'il gagne, c'est l'énergie potentielle de pesanteur qu'il a perdue. Donc il accélère. Quand il sera au point le plus bas, c'est là que son énergie cinétique sera la plus grande, son énergie potentielle sera la plus basse, c'est là qu'il ira le plus vite. Et il remonte. Alors, s'il n'y avait aucune perte, il remonterait exactement à cette altitude-là. Sauf que s'il y a des pertes par frottement, il va remonter un peu moins haut. Donc ça, c'est une altitude perdue à cause des frottements. Et si je veux calculer l'énergie perdue, elle serait égale à la différence d'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire à mgh perdu. C'est-à-dire que si je remonte moins haut de h perdu, l'énergie que je perds qui correspond, c'est mgh perdu. Donc ça permettrait de la calculer. Comment fait le skater pour pas perdre de l'altitude comme ça, et même réussir à remonter plus haut que son point de départ, pour faire des figures, Eh bien pour ça, il prend de l'élan, c'est-à-dire qu'il part avec une vitesse non nulle. Donc, et cette énergie cinétique supplémentaire qu'il a au départ, c'est elle qui lui permet de monter plus haut, d'avoir une énergie potentielle de pesanteur plus élevée à l'arrivée. Alors on va faire la même étude dans le cas des oscillations d'un pendule. Alors je définis d'abord ce que c'est qu'un pendule. C'est un fil inextensible attaché à un point fixe, et à l'extrémité duquel on a fixé une boule de petite dimension. Alors qu'est-ce que c'est petite dimension? Ce qu'il faut que le diamètre de la boule soit au moins 10 fois plus petit que la longueur du fil.
la longueur du pendule, c'est la longueur du fil plus le rayon de la boule. Donc c'est la longueur du point d'attache jusqu'au centre de la boule. Si je regarde les forces auxquelles est soumis le pendule, il est soumis à son poids P et à la tension T du fil. La trajectoire du pendule, c'est une trajectoire circulaire. Le poids P est une force conservative. La tension du fil T, elle est dirigée toujours vers le centre du mouvement, donc ça veut dire qu'elle est toujours perpendiculaire au mouvement, donc ça veut dire que son travail est toujours nul, qu'elle ne travaille pas. D'un point de vue énergétique, si je néglige les forces de frottement mécanique et dû à l'air, j'aurai pas de perte d'énergie. J'ai représenté l'évolution temporelle d'un pendule simple et non amorti. Donc non amorti, c'est quand il n'y a pas de frottement, donc pas de perte d'énergie. Donc ça ne s'amortit pas. Ici, vous avez l'angle θ en fonction, ici, c'est le temps. Et je vois que j'ai une alternance positive et négative de l'angle. La période, vous l'avez là pour que le pendule repasse par la même position en allant dans le même sens. Donc une période, c'est pour que le pendule fasse un aller et retour. Ça, c'est une période. Donc je vous l'ai défini ici. La durée qui s'écoule entre deux passages successifs de l'oscillateur par des positions identiques avec des vecteurs vitesse identiques. Ce que j'appelle au-dessus un aller-retour. Une remarque, si l'amplitude angulaire est inférieure à 20 degrés, c'est-à-dire que si l'angle de départ est inférieur à 20 degrés, l'angle de départ c'est le θ0 que j'ai ici, vous voyez que le pendule il remonte jamais au-dessus de θ0, mais si ce θ0 est assez faible, et même si j'ai des pertes, je ne peux pas négliger les pertes, pas de frottement, ce qui se passe dans la réalité, ben l'expérience montre que la période ne va pas dépendre de l'amplitude angulaire θ0, c'est-à-dire que quand je le lance avec un angle initial de 5 degrés, un angle initial de 10 degrés, un angle initial de 15 degrés, ça ne changera pas la valeur de la période, il mettra toujours le même temps pour faire des allers-retours. Donc ce qui va se passer au cours du temps, c'est que les oscillations seront de plus en plus faibles, parce qu'en réalité il y a des pertes énergétiques, mais même si les oscillations, même si l'angle des oscillations sont de plus en plus faibles, la période, elle, ne varie pas. C'est-à-dire que le pendule va parcourir une distance de plus en plus petite, mais il ira de plus en plus lentement, et il mettra toujours le même temps pour faire un aller-retour. Donc ça veut dire que le pendule, je vais pouvoir l'utiliser pour mesurer des durées. C'est-à-dire que s'il oscille pendant 1 minute, en mesurant sa période, je pourrais mesurer le temps, même si en 1 minute, il aura perdu l'amplitude. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'isochronisme des petites oscillations. La période ne dépend pas de l'amplitude. L'expérience montre que la période d'un pendule dépend de la longueur du pendule et de l'intensité de la pesanteur uniquement. Elle dépend de la racine carrée de la longueur et de la racine carrée de l'inverse de l'intensité de la pesanteur. Cette formule qui est là, bon, quand vous en avez besoin, elle est toujours donnée, elle n'est pas à retenir, et quand vous ferez de la mécanique l'année prochaine, vous verrez comment elle se démontre. Elle se retrouve soit en utilisant la seconde de Newton, soit en faisant une étude énergétique. Pour vérifier ça expérimentalement, il suffit de tracer, si on trace T en fonction de L, si jamais vous tracez T en fonction de L, ce que vous allez obtenir, c'est une fonction racine carrée. C'est-à-dire une fonction qui aura cette forme-là. Si vous tracez T
en fonction de racine de L, là vous allez obtenir une droite de pente de pi sur racine de G. Donc le premier cas, c'est une forme de racine carrée. Si je fais une étude énergétique de ce qui se passe, l'étude des transferts d'énergie pour le pendule simple non amorti où il n'y a pas de perte d'énergie. Donc ce que je vous avais dit, le poids, force conservative, la tension qui a un travail nul. Donc la boule, donc son travail nul, donc son travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc la boule n'est soumise qu'à des forces conservatives, donc son énergie mécanique se conserve, l'énergie mécanique est constante. Au cours des oscillations du pendule, il va y avoir des échanges entre énergie cinétique et énergie potentielle. Quand l'énergie cinétique du pendule est maximale, son énergie potentielle sera minimale et réciproquement. Vous allez représenter les différentes énergies en fonction du temps. L'énergie mécanique ici en rouge, elle, se conserve et vous voyez que l'énergie cinétique qui est là, qui est nulle au départ, quand elle augmente, l'énergie potentielle diminue. On peut essayer de se représenter les différentes positions du pendule. Si à cet endroit-là, j'ai une énergie cinétique nulle, ça veut dire que mon pendule, il est dans une position haute, où sa vitesse est nulle. Le moment où l'énergie cinétique est maximale, à ce moment-là, c'est un moment où le pendule est dans sa position basse, c'est là qu'il a sa vitesse maximale. Ensuite, deuxième moment où l'énergie cinétique est minimale, c'est quand le pendule est remonté de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il est dans cette position-là, position haute à gauche, et ainsi de suite. Donc vous voyez que la période ici, c'est pour quand le pendule sera remonté à droite. Le pendule sera remonté à droite la prochaine fois que l'énergie cinétique sera nulle, c'est-à-dire à cet endroit-là. Donc à cet endroit-là, le pendule il sera là. Donc la période, elle couvre tout ça. Alors attention, la période d'oscillation du pendule, c'est 2 fois une période pour l'énergie cinétique ou l'énergie potentielle. Dans le cas d'un pendule simple amorti, c'est la même chose, sauf que l'énergie mécanique va pas se conserver. La dissipation d'énergie se fait comme toujours sous forme de chaleur par l'intermédiaire des forces de frottement, et avec l'énergie mécanique ici, elle diminue, et que l'énergie cinétique, elle oscille. Donc ici au point de départ, elle est maximale. Quand l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente. Et ça ne se compense pas exactement. Et en plus, les pertes par frottement, et le pendule il finit par s'arrêter. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a isochronisme des oscillations, c'est-à-dire que la période que vous avez là, c'est la même que la période que vous avez là. Une application de tout ça pour la mesure du temps. Alors les différentes définitions successives du temps de la seconde, de la mesure du temps, elles sont toujours appuyées sur des mouvements périodiques. Le premier mouvement périodique, ça a été ceux des planètes, le mouvement de la Terre de rotation sur elle-même pour définir la durée d'une journée, de rotation de la Terre autour du Soleil. Par la suite des pendules, mais un oscillateur mécanique, on ne peut pas l'utiliser comme un étalon de mesure très précis du temps, parce que le mouvement n'est pas parfaitement reproductible. Mesurer le temps avec un simple pendule, alors on l'a fait pour la navigation maritime, pour être capable de mesurer le temps précisément, pour pouvoir se repérer
précisément dans l'espace, sur la mer, mais ça manque quand même de précision. Il faut utiliser un oscillateur qui ne soit pas mécanique pour mesurer le temps de façon extrêmement précise et l'utiliser comme étalon de mesure. Et ce qu'on utilise comme oscillateur, c'est le rayonnement électromagnétique émis par un électron qui va passer d'un niveau d'énergie à un autre. C'est ce qu'on utilise dans les horloges atomiques. Donc une horloge atomique, c'est ce qu'on a de plus précis actuellement comme horloge, et la seconde est définie à partir d'une horloge atomique. Pour rappel, les niveaux d'énergie pour les atomes, pour les électrons, les niveaux d'énergie sont quantifiés, et quand un atome passe d'un état d'énergie E2 par exemple, à un état d'énergie E1, ce qui se note comme ça, avec une flèche, il émet un photon, donc ça se représente comme ça, d'énergie h nu. Cette énergie, c'est exactement l'énergie E2 moins E1. Et voilà h nu. Nu, c'est sa fréquence. Et les niveaux d'énergie des atomes sont des choses universelles. Donc la fréquence de cette radiation émise est la même pour tout le monde, quel que soit l'endroit où on se situe sur Terre. Donc le principe d'une horloge atomique, c'est de mesurer comme ça les fréquences d'une émission. Cette fréquence, c'est des hertz, c'est des secondes moins 1. Donc ça permet d'avoir une mesure précise de la seconde. Et la définition actuelle de la seconde est basée sur la transition entre des niveaux pour l'atome de césium-133, et c'est la durée d'un certain nombre de périodes de cette radiation. Et la fréquence de cette radiation, c'est ça. Ça permet d'avoir une définition de la seconde et des mesures précises au milliardième près. Pour aller un petit peu plus loin sur la définition actuelle de la seconde et du mètre, vous avez une activité que j'ai mis dans le NT et qui est corrigée à la fin. Dans la suite du document que vous avez les exercices qui sont corrigés à la fin. Voilà, ce cours est fini. Eh bien écoutez, bon courage avec. Au revoir.